Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue à notre webinaire de la série d'affaires en tandem en marge des formations de la caravane qui porte aujourd'hui sur comment accéder au marché nord-américain en passant par Montréal et au marché européen en passant par Nantes. Je me présente Carl-Edouard Michel, je serai votre animateur pour cette formation, en fait pour ce webinaire, cette présentation. J'aimerais commencer par remercier nos partenaires, à commencer par la Ville de Montréal, en association avec Nantes Métropole, la Guilde du jeu vidéo du Québec et Atlant Games. Cet événement est rendu possible grâce à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Et aussi, on veut faire dire un grand merci aussi au Développement économique Canada pour les régions du Québec pour son soutien à l'ensemble des activités en commerce international de la Chambre. Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire que, évidemment, vous allez pouvoir poser des questions tout le long de ce webinaire. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, accédez à la section Q&A qui va vous permettre de poser vos questions et on y répondra au fur et à mesure de cette présentation. Une autre chose, si vous ne l'avez peut-être pas vu, ça va peut-être popper dans quelques instants, un petit sondage qui va vous être envoyé. S'il vous plaît, répondez au sondage avant de fermer la fenêtre. Et à la fin de ce webinaire, vous allez aussi recevoir un sondage de satisfaction qui apparaîtra automatiquement à la fin et évidemment, on vous encourage à le remplir. Alors, en fait, pour commencer, j'aimerais inviter Véronique Doucet, qui est directrice du service de développement économique à la Ville de Montréal. Elle va prendre la parole et vous souhaiter la bienvenue. Véronique Doucet, c'est à vous. Merci, Carl-Edwin. Merci. Je suis moins bien équipée que toi, que tout un bien beau micro. Alors, Merci. bonjour à vous tous. Vraiment heureuse d'être avec vous ce matin dans le cadre de la série d'événements Affaires en tandem. Je vous rappelle que c'est une initiative avec notre partenaire de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, mais aussi en collaboration avec la Guilde du jeu vidéo. Donc, bonjour Nadine qui est avec nous aujourd'hui. Et de surcroît avec nos partenaires de Nantes, donc Nantes Métropole et Atlant Games qui sont aussi avec nous ce matin. J'en profite également pour saluer mon homologue de Nantes, Béatrice Méran. Donc, bonjour Béatrice, très contente d'être avec toi ce matin, ainsi que les deux panélistes, donc les deux entreprises panélistes qui nous accompagnent dans le cadre de l'activité de ce matin. Et même que les représentants de Montréal International aussi qui sont avec nous, qui sont notre agence d'attractivité pour le territoire de Montréal, du Grand Montréal, en fait, je devrais dire. Donc, en bref, vous voyez que vous êtes en bonne main ce matin. Vous allez être bien accompagnés tout au long de l'activité de ce matin. Donc, nos deux villes, ce n'est pas étranger, évidemment, qu'on tienne une activité avec la ville de Nantes. On est partenaire dans plusieurs projets. Ce qui nous rallie souvent dans le cadre de nos activités, c'est toute la question de la créativité qui est générée autant à Montréal qu'à Nantes et que ça fasse partie de notre ADN. Donc, on le voit évidemment par la vitalité économique qu'on retrouve dans l'industrie numérique, l'industrie créative et culturelle sur nos deux territoires. Alors, c'est ce qui nous regroupe dans la thématique de ce matin, encore une fois, et dans de nombreuses activités. Donc, Nantes est, je pense, une des villes qui a le plus de relations avec la ville de Montréal, une des villes françaises là, avec lesquelles on travaille le plus, et avec grand plaisir d'ailleurs. Maintenant, pour vous donner un petit peu de contexte, pour bien comprendre la dynamique de l'activité qui est proposée ce matin, donc évidemment, la période de pandémie, toute la crise sanitaire et la crise économique auxquelles on fait face et qu'on est en train de sortir actuellement, nous a amené à repenser nos façons de travailler les questions internationales, nos relations aussi pour développer des partenariats d'affaires. Donc, il a fallu proposer des nouvelles alternatives pour arriver justement à développer et à continuer à poursuivre cette croissance-là qu'on doit faire dans chacun des secteurs d'activité et notamment en mettant en relation des entreprises entre elles, les différents territoires pour continuer justement de croître et de créer des opportunités. Et d'ailleurs, des opportunités, c'est ce que vous avez. Vous avez l'opportunité de participer à un atelier comme celui-ci ce matin dans lequel vous est proposé toute une panoplie de maillages qui pourront être faits. Donc, profitez des conférences de ce matin, évidemment, de nos panélistes,
Mais par la suite, vous avez l'option aussi de vous enregistrer pour pouvoir poursuivre les réflexions et les discussions avec les entreprises. Alors, je vous invite fortement à vous inscrire dans les rencontres personnalisées qui sont organisées avec la Chambre de commerce. Donc, ils rendent ça possible pour vous. Alors, profitez-en. Je vous invite vraiment à tirer le maximum de profit que vous pouvez de l'atelier de ce matin. Et évidemment, on sera très heureux de voir les suites dans les prochains mois sur ce qui aura porté fruit dans les échanges que vous aurez ensemble ce matin. Alors, bon atelier à tous. Profitez-en bien et on est très heureux de pouvoir vous accueillir avec nous ce matin. Merci, merci beaucoup. Et maintenant, on va passer à Béatrice Méran, qui est directrice générale au développement économique, responsable à l'emploi, l'innovation, l'Europe et l'international. Alors, Béatrice Méran, c'est à vous. Et bonjour à toutes et à tous. Je suis moi aussi ravie d'introduire avec Véronique, que je salue chaleureusement, cette séquence à faire en tandem entre les studios de jeux vidéo de Montréal et de Nantes. Je voudrais vraiment remercier et la ville de Montréal, mais aussi la Chambre de commerce et la Guilde du jeu vidéo de cette initiative, parce que comme le disait Véronique, ça permet dans des temps compliqués pour organiser les déplacements, de poursuivre les dynamiques, les échanges et aussi de soutenir les opportunités d'affaires. Donc merci également évidemment à tous les intervenants nantais d'Atlant Games, de Black Mill que je salue. Je pense, comme dit Véronique, que c'est l'illustration aussi d'un partenariat très dynamique entre nos deux villes qui se rejoignent en effet sur beaucoup d'aspects, en particulier le soutien à nos filières numériques et créatives, beaucoup de partenariats noués autour d'un an Digital Week et du printemps numérique, entre nos quartiers de la création et du quartier des spectacles. Donc, on a vraiment un partenariat très riche et beaucoup d'échanges entre nos acteurs et on sait très bien qu'entre la Guilde du jeu vidéo et Atlant Games, il y a des échanges déjà depuis plusieurs années. Vous dire en quelques mots que pour nous, le secteur du jeu vidéo, c'est évidemment un secteur important dans une ville où la culture a une place toute particulière, où on soutient depuis de nombreuses années les filières du numérique et des industries culturelles et créatives à travers notamment notre quartier de la création, mais aussi l'accueil de beaucoup d'écoles d'art et de numérique. Et puis, parmi ces actions, il y a effectivement cette question de l'ouverture à l'international qui est clé dans votre secteur comme dans évidemment beaucoup d'autres. Et donc, une initiative comme celle de ce jour est évidemment importante pour poursuivre cette ouverture à l'international dans un contexte encore une fois compliqué. Donc, moi, je me joins à Véronique pour vous souhaiter un bon atelier. Évidemment, profitez-en au maximum. Et puis, j'espère que ça vous permettra aux uns et aux autres de repérer des opportunités ou de les confirmer et qu'on en verra les résultats tout prochainement et qu'on aura l'occasion de se retrouver physiquement un de ces jours. En tout cas, grand merci à vous tous et très bon atelier. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors maintenant, on va passer à Nadine Gély, qui est directrice générale de la Guilde du jeu vidéo du Québec, pour présenter l'écosystème, mais surtout les occasions d'affaires pour Montréal. Nadine, c'est à toi. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Je vais dire un bonjour à tous, un bonjour particulier à aux studios et aux gens qui font partie de l'écosystème de la France. Bonjour aussi aux studios québécois et je sais que vous êtes présents et que vous allez, tout ce que je vais dire, vous le connaissez ou peut-être pas. Donc, je vais vous faire un rappel pour vous aussi. Alors, l'écosystème du jeu vidéo, on est reconnu comme le 3e pôle mondial en création de jeux vidéo. Et ça, on peut dire on peut être fier de ce pôle-là qu'on a. Et tout ça a été créé vraiment, je pense que la recette du Québec dans ça, c'est vraiment qu'on a un écosystème qui se tient, qui travaille beaucoup ensemble. On dit toujours le mot coopétition. Donc, à chaque fois, s'il y a quelque chose qui est très remarquable de notre industrie, c'est que les très petits
vont naturellement profiter des grands studios parce qu'il faut savoir qu'ici au Québec, on est le plus grand regroupement de filières internationales au monde. Donc, il n'y a pas un autre endroit à travers le monde où il y a autant de filières étrangères. Et ça l'a quand même amené quelque chose d'intéressant pour le Québec. C'est que plusieurs de nos studios, qu'on a des studios indépendants qui sont des studios québécois, plusieurs des gens qui ont créé leur propre studio proviennent de filières internationales, donc ont travaillé plusieurs années dans les filières internationales ici au Québec et naturellement avec les rêves, eux autres aussi, de pouvoir créer leur propre projet. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort intéressant pour le Québec. C'est une force. Donc, on peut dire là, que le Québec on a assuré en fait la pérennité de l'industrie. Il y a aussi tout l'écosystème des écoles on a 45 formations dans l'industrie du jeu vidéo, que ce soit tout ce qui est le cégep ou l'université. Pour nous, là, ça, c'est quelque chose qui est très, très fort et qui est reconnu aussi à l'international. 13 000 emplois au Québec, 240 studios et il y en a toujours qui s'ajoutent, 240 studios de jeux vidéo, donc du très, très petit qui rêve un jour d'être grand jusqu'au très grand qui souvent rêve d'être petit parce que c'est beaucoup plus agile, le petit. Donc, il y a 13 000 emplois. Ça, c'était les chiffres il y a de cela en 2019 et on sait que ça croît énormément, très rapidement. Donc, ce qu'on estime, là, c'est environ 2000 emplois qui seront créés dans la prochaine année, 2 prochaines années ici au Québec. Donc, c'est de la création de nouveaux postes. Ce n'est pas nécessairement que ça va tourner dans chacun des studios, c'est vraiment de la création. Donc, c'est un des enjeux qu'on a. On doit, oui, former de plus en plus, mais aussi au niveau de la main-d'œuvre senior. Donc, ça, il y a une très forte demande de ce côté-là. Donc, c'est sûr et certain que nous, ça passe beaucoup par l'immigration. Donc, on est toujours en recrutement international, même s'il y a COVID. Pour nous, c'est très important. Donc, naturellement, la formation, c'est toujours extrêmement important. Une de nos forces, c'est notre créativité. On est reconnu pour notre innovation. Beaucoup de soutien à l'entrepreneuriat aussi. Quand les gens, que ce soit des gens qui veulent partir leur studio, que ce soit des studios internationaux qui veulent s'implanter au Québec, il y a un énorme soutien à l'entrepreneuriat. Le Montréal International, Investissement Québec aussi sont là pour accueillir des studios qui viennent de l'étranger. On est beaucoup naturellement à l'exportation, compte tenu qu'on est reconnu à l'international. Il y a beaucoup d'intérêt au niveau des investisseurs et des éditeurs, des publishers, comme on dit, dans notre industrie. Donc, pour ce qui est de l'écosystème du Québec. Donc, ça aussi, on en est très fiers. Comme je vous expliquais, l'entraide au Québec, c'est très, très fort. Si on a un studio qui a un beau succès, c'est vraiment la première chose qui va être faite, c'est de donner la recette du succès. Donc, ça, il y a beaucoup de partage. Il y a beaucoup d'accueil, que ce soit entre studios d'ici, mais même quand il y a des studios qui viennent de l'international. Il y a cette espèce de collaboration qui se fait instantanément. Donc, ça, c'est vraiment une richesse qu'on a ici au Québec. Il faut savoir que l'impact économique de l'industrie du jeu vidéo, c'est 1 milliard et c'était 1 milliard en 2019. Les nouveaux chiffres vont sortir en novembre prochain. Mais on est convaincus que c'est déjà beaucoup plus que ça. Donc, c'est vraiment ce qui est assez exceptionnel de cette industrie-là. C'était une industrie qui était résiliente, vous le savez tous, d'une façon ou d'une autre. Il y a eu, naturellement, au début de la COVID, ça a été un petit peu plus déstabilisant, mais naturellement, on a toujours continué tout de même à faire de l'exportation, donc d'aller dans les missions internationales, ce qu'il y a plusieurs autres industries qui ont complètement arrêté. Ça, nous, on a été capables là, de pouvoir continuer tout le développement des affaires.
Et ça, on le fait vraiment ensemble avec tous les intervenants, que ce soit la Ville de Montréal, que ce soit la Chambre de commerce, que ce soit Investissement Québec International. Donc, on a vraiment on met tout le monde, en fait, là, c'est tout le monde met à la main à la pâte et ça donne vraiment des très bons résultats pour ce qui est du Québec. Je pense que ça, c'est notre recette, c'est vraiment de dire qu'on est un écosystème qui est tissé serré. Donc, au Québec, les salaires moyens, et encore là, c'était 2019, on a hâte que les chiffres sortent de 2021, mais les salaires moyens au Québec, donc en canadien, c'est 75 600 $ en moyenne. Et la majorité, la très, très, très grande majorité des emplois sont des emplois à temps plein, ce qui n'est pas nécessairement pour d'autres industries. Donc, nous, c'est vraiment quelque chose de remarquable. 46 des emplois en jeux vidéo, en fait, au Canada, 46 sont au Québec. Donc, la grande majorité des emplois sont ici et 33 des studios les studios canadiens sont aussi au Québec, ce qui fait vraiment qu'on est un écosystème très envié des autres provinces. Ça, je peux vous le garantir. Je parlais tout à l'heure, hein, c'est en 2002, on avait 1200 emplois. On est maintenant, en 2019, à plus de 13 000. Aujourd'hui, je ne veux pas m'avancer sur des chiffres, mais on peut se dire qu'on a au moins 1000 à 2000 emplois de plus dans les 2 dernières années. Ça l'a vraiment accéléré énormément. Et ça, c'est dû, oui, aux studios filières internationales, mais aussi au grand succès qu'on a dans nos studios indépendants. Vraiment, là, dans les dernières années, il y a eu vraiment les studios ont grandi de beaucoup. Il y a eu des beaux succès à l'international. Et ce qui fait que, naturellement, il y a plusieurs studios qui ont grandi et qui ont procédé à des embauches. On a toujours de besoin d'ailleurs. Alors, c'est ça l'écosystème. J'essaie d'aller vite parce que plusieurs connaissent c'est quoi l'écosystème, mais je vais laisser parler nos amis de Nantes à ce sujet-là, puis on va aussi laisser la place surtout à nos conférenciers qu'on a par la suite. Parfait. Merci beaucoup, Nadine. Alors, on va justement passer à Elsa Charrier, qui est déléguée générale à Atlant Games, pour nous présenter l'écosystème du côté de Nantes et les occasions d'affaires, évidemment. Alors, Elsa, c'est à vous. Oui, bonjour. Merci de me laisser cette opportunité de présenter l'écosystème. Merci Nadine aussi et la Chambre de commerce pour l'occasion. Il y a peut-être déjà un petit point à faire par rapport à l'échelle, parce qu'en effet, nous, on est sur une échelle régionale. Donc, Atlant Games, on regroupe et on représente tous les professionnels du jeu vidéo à l'échelle de l'ouest de la France. Donc, on est sur 2 régions. À savoir qu'en France, du coup, on a différents clusters comme le nôtre ou associations professionnelles. On est 8 associations, je crois, à travailler en France sur le développement de la filière régionale puis nationale. Et donc, les chiffres de l'écosystème sont vraiment ceux ciblés autour de Nantes et de la région Pays de la Loire notamment. Actuellement, nous, on représente à peu près une 60aine d'entreprises adhérentes qui sont pour 80% d'entre eux des studios de production. Donc ça, c'est assez typique de notre écosystème régional. On est réellement connu et reconnu sur la création et la production. On a un peu moins de présence d'entreprises qui sont dans le secteur de l'édition et la distribution, par exemple. Et pour autant, on a de plus en plus de structures dans les services ou dans le marketing, la communication ou les métiers qu'on va dire connexes, notamment artistiques, autour du motion design ou ce type d'activité. On a un réseau qui est extrêmement dynamique et qui a un nombre de créations d'entreprises assez important chaque année. On a à peu près une dizaine de nouvelles entreprises qui arrivent chaque année ou qui se créent, ce qui crée donc une dynamique importante avec des jeunes entreprises, mais également des entreprises en croissance qui permettent à l'écosystème de se développer de plus en plus. On a également, comme tu le disais Nadine, et je pense que c'est spécifique également aux jeux vidéo peut-être, mais cette notion d'entraide et de bienveillance qui est entre tous nos adhérents, et y compris à l'échelle de la France, dans le sens où notre marché est international et donc la compétition locale n'existe pas forcément beaucoup. Donc ça, c'est une richesse qu'on a dans notre écosystème également.
Un intérêt aussi sur la ville de Nantes en particulier, c'est qu'on a deux écosystèmes très riches qui sont celui du numérique et des industries culturelles, comme vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Et du coup, nous, en tant qu'industrie du jeu vidéo à la frontière du numérique et des industries culturelles, on bénéficie également de cette dynamique sur la création de nouvelles formations, par exemple sur le volet artistique ou le volet technique, mais également sur des événements et des occasions de présenter des projets qui vont être créés par la filière du numérique globalement ou des industries culturelles. Et donc voilà, nous, on vient s'intégrer en fait dans un écosystème qui est déjà très riche au niveau local. On est le 5e pôle français du jeu vidéo, donc au niveau très local. Et du coup, ça représente actuellement à peu près 500 emplois, ce qui fait de nous une des régions les plus dynamiques en termes de création d'entreprises et création d'emplois. On a tous les métiers qui sont représentés et on travaille beaucoup avec les écoles, justement pour enrichir cet écosystème. Donc, on a beaucoup d'écoles et de formations sur le volet, donc je disais artistique notamment. On a une filière autour du cinéma d'animation sur laquelle on est proche également, parce qu'il y a des porosités assez faciles et évidentes entre le cinéma d'animation et le jeu vidéo. Et évidemment, toutes les compétences plutôt techniques, technologiques, développement, programmation, qui sont également très fortement représentées sur notre territoire. Sur les types de jeux qui sont proposés par nos adhérents, depuis quelques années, on voit qu'on avait principalement des jeux PC, console. C'était vraiment presque un ADN local. Ça évolue depuis 2-3 ans parce qu'on a de plus en plus de studios de jeux mobiles. Et donc, ça nous pousse, nous aussi, à nous adapter en tant qu'association de soutien, à nous adapter à ces nouveaux profils, à ces nouveaux besoins et à ces nouvelles opportunités à créer pour répondre en fait aux attentes de nos adhérents, notamment sur le secteur du mobile. En termes de mission, donc nous, Atlan Games, notre objectif, c'est de développer la filière du jeu vidéo au niveau local. Et donc, pour ça, on a tout un panel d'offres et de services qu'on met à disposition des adhérents, quelle que soit leur taille et leur métier. Et ça peut passer par l'accompagnement individuel, le développement justement de coopération internationale pour leur permettre d'accéder plus facilement à l'international, mais également les aider à identifier des partenaires, des financements, et puis faire le lien aussi avec les financements publics nationaux et régionaux qui peuvent permettre de développer leur projet. Donc, on met en place un certain nombre d'actions pour participer à ça. Et la coopération avec Montréal et donc avec la Guilde en particulier, qui existe depuis quelques années maintenant, qui nous a permis de nous déplacer, je crois, à 5 reprises déjà. On a pu emmener 5 fois une délégation de 10 entreprises autour d'événements de Montréal et de Québec. Et ça a permis en fait de créer des relations d'affaires assez pertinentes entre nos adhérents et l'écosystème de Montréal et Québec. Et voilà, ce qui nous pousse à continuer cette collaboration très riche entre les deux territoires. Voilà, et donc au plaisir de vous présenter cette table ronde qui va dérouler tout de suite, je crois, Carl Edwin, mais Oui, voilà, parfait, pour merci. les aspects marché. Merci beaucoup, merci. Et oui, effectivement, c'est le moment de passer au marketing stratégique, donc comment accéder au marché nord-américain en passant par Montréal et au marché européen en passant par Nantes. On va avoir 4 personnes qui vont participer à cette table ronde. La première personne, je vous la présente, c'est Julie Gagnon, présidente de Julie Gagnon Communication. On a Mylène Lourdel, marketing et communication freelance et vice-présidente chez Atlan Games. On a Pascal Nataf, cofondateur à Affordance Studio. Et Mathieu Colombel, PDG de Blackmail. Alors, je vous invite à ouvrir vos caméras et vos micros et commencer la table ronde. C'est à vous. Alors, c'est Nadine et moi qui allons animer cette table ronde. Donc, on va prendre la suite pour vous poser quelques questions, en effet, sur ces aspects marketing, marché et développement, en fait, et développement de votre activité. Dans un premier temps, on voulait un peu s'attarder sur vos activités, Mylène et Julie. Donc, vraiment l'aspect marketing, communication dans un premier temps. Est-ce qu'on peut vous demander de vous présenter déjà, de présenter votre activité, votre place dans le jeu vidéo et votre rôle? Je vais débuter. Mais bonjour, mon nom est Julie Gagnon. J'ai une agence qui s'appelle du même nom, une petite agence boutique. Ça fait 15 ans que je travaille en relations publiques. Donc, moi, vraiment, j'assiste, je propulse des clients de tout acabit en relations publiques et relations de presse. En jeu vidéo, ça, j'ai commencé il y a environ 11 ans. Donc, quand j'ai débuté pour un client qui s'appelle Nintendo, j'ai commencé à travailler avec Nintendo du Canada, donc il y a 11 ans. Et plus récemment,
avec la Guilde du jeu vidéo du Québec, donc à les assister sur divers projets de communication. Et dont notamment, par exemple, l'événement du jeu vidéo au Québec qui s'appelle Megamix. Je les assiste avec cet événement-là depuis 5 ans cette année. Ce qui m'intéresse dans le milieu, c'est vraiment de pouvoir aider, de propulser différents projets, différents lancements de jeux et les adapter selon les auditoires, selon le type de jeu, selon le marché qu'on a ici au Québec. Et moi, du coup, ça fait également 11 ans que je travaille dans le jeu vidéo. J'ai commencé dans une entreprise qui s'appelle Ankama sur un MMORPG qui s'appelle Dofus, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui était surtout très gros en France et en Amérique latine, où j'étais responsable marketing. Ensuite, je suis partie un petit peu en Pologne chez un autre gros studio qui s'appelle CD Projekt Red, où j'ai travaillé pour une plateforme qui s'appelle GOG, donc leur plateforme de vente de jeux, où j'étais responsable du marché français. Et depuis 4 ans, je suis à mon compte. Donc, je fais du marketing et de la communication pour des studios indépendants, enfin, que pour des jeux indépendants, que ce soit des studios ou des éditeurs. Je travaille par exemple pour Raw Fury pour le marché français ou sur des jeux tels que Cloudpunk, Heaven de The Game Bakers, que j'accompagne régulièrement, ou encore Dicey Dungeon avec le jeu de Terry Cavanagh. Donc voilà, je m'occupe d'un peu tous les aspects marketing et communication du jeu vidéo, avec quand même un très gros focus sur le marché français, que ce soit les relations presse ou les relations avec les influenceurs. Je suis aussi du coup vice-présidente d'Atlan Games et trésorière de l'association Women in Games France, qui lutte pour plus de mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France. Une femme occupée, quoi. Un petit peu. Dites-moi, pourriez-vous nous décrire un peu le rôle, votre rôle exactement dans le cadre de l'industrie? Et c'est quoi une semaine type pour vous? Comment ça se passe justement dans notre industrie en tant que dans vos 2 emplois respectifs? Une semaine type, c'est drôle. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a jamais. Il n'y en a jamais parce qu'on se laisse porter par des lancements, des projets, des annonces, des événements qui vont revenir. Tout est toujours différent. Puis c'est un peu l'impression que j'ai depuis 15 ans, moi, d'être payée pour apprendre, d'avoir vraiment là, tout ce bagage-là que mes clients apportent puis qui vraiment me donnent, me nourrissent. Puis j'adore être le pont entre un produit, un studio, quelqu'un, et un journaliste. Donc, vraiment être capable de prendre une histoire, de porter un storytelling, de porter justement quelqu'un qui a quelque chose à raconter et d'être capable de le présenter à un journaliste pour l'intéresser éditorialement à cette histoire-là. Donc, mais il n'y a jamais une semaine qui se ressemble. C'est vraiment tout le temps selon les différents projets qui se passent. Je suis assez d'accord, il n'y a pas de semaine type pour moi non plus. En plus, vu que je ne fais pas les mêmes missions selon les projets, parfois ça va être juste de la presse, parfois juste des influenceurs, parfois vraiment de la stratégie. Donc, je n'ai pas de semaine type, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Par contre, quand je dois résumer, je dis que j'envoie des mails parce qu'en fait, c'est quand même la majorité de ma journée, c'est à envoyer des mails, que ce soit à des journalistes, à des streamers ou pour échanger avec les studios. Donc voilà, si je devais vraiment décrire une semaine type, ce serait envoyer des mails. C'est franchement un des aspects de la pandémie qui me manque. Là. Le bon vieux téléphone, puis être capable de rejoindre quelqu'un dans une salle de rédaction, au travail, là, ça, je dirais, il n'y avait pas grand-chose de plus stimulant que de dire qu'on a 15 secondes au téléphone pour présenter une histoire ou présenter un studio à quelqu'un. Fait que ça, pour moi, là, c'est l'aspect du travail qui est vraiment en manque en ce moment. Alors, du coup, je pense qu'on est sur une des premières particularités parce que moi, je sais qu'en France, le téléphone, pour les relations avec les journalistes, ça se fait très peu. Ou du moins, moi, je ne travaille pas comme ça et je sais que pas mal de journalistes préfèrent passer par mail. Donc voilà, donc on a peut-être une des premières spécificités entre les 2 marchés. On le sait que justement, les médias, il faut que tu l'as dit, Julie, il faut que ça soit très rapide. Le courriel, je suis convaincue que c'est très rapide. Donc, les accroches, vous diriez quoi? Un studio qui veut justement faire des relations de presse, là, quand vous leur parlez, c'est quoi exactement ce qu'ils doivent vous fournir? Comment ils doivent packager, donc ils doivent monter leur information pour être capables, on utilise tellement trop de mots en anglais dans cette industrie-là, c'est pas croyable. Donc, c'est quoi les informations typiques que vous avez vraiment besoin? Parce que souvent, les gens, vu que c'est leur projet, ils sont très, très volubiles sur toutes les qualités qu'il y a dans leur jeu. Ce serait quoi les premières bases? Bien, déjà, on voudra savoir
quelle est l'annonce? Donc, est-ce qu'on parle du studio? Est-ce que c'est le studio qui a une nomination? Donc, est-ce qu'on parle d'un côté vraiment plus affaires ou on parle vraiment, par exemple, d'un lancement de jeu? Alors là, on va vouloir avoir les spécificités du jeu. À qui on s'adresse? C'est quoi le public cible? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Si c'est un jeu de sport, des fois, on voudra s'adresser, par exemple, à, bon, évidemment, les médias jeux vidéo, mais il y a peut-être des médias sportifs qui pourront être intéressés. Si c'est un jeu qui s'adresse à la famille, mais là, on va ouvrir, on va aller du côté style de vie, on va aller du côté des médias qui traitent un petit peu de grand public, la famille, et on va aller du côté jeux vidéo aussi. On a une nouvelle affaire à joindre à ça? Donc, vraiment de déterminer quels sont les publics et quelle est la cible pour, évidemment, aller chercher le maximum de visibilité avec une nouvelle selon ce qu'on aura à proposer. Hein. Et j'ajouterais aussi, du coup, quel est l'objectif de la communication, puisqu'en fait, parfois, on ne cherche pas forcément de la couverture presse derrière, mais plus à donner de l'information à des journalistes pour qu'ils soient derrière plus intéressés par le projet au moment où on aura vraiment une communication qu'on espère avoir publiée. Donc, on doit vraiment comprendre le plan global, qui, pourquoi et quand. Et voilà. Et après, je pense que c'est aussi un peu notre rôle, nous, de rationaliser toutes les informations qu'on va nous donner, toutes les images, pour en faire quelque chose d'attractif pour les médias et de raconter une histoire que les développeurs n'ont pas forcément toujours en tête à ce moment-là. Ils ont plus des éléments de gameplay, vraiment d'expérience de jeu, mais pas forcément l'histoire que nous, on va raconter pour le pitcher aux journalistes. Et justement, à quel moment dans une production, excuse-moi Nadine, Non, dans une vas-y. production ou avant une sortie de jeu, alors on a compris qu'il y avait en effet différentes cibles et différents objectifs de communication, mais est-ce que il faut communiquer tôt ou plutôt juste avant la sortie? Enfin, quelle est la temporalité en fait par rapport à ça? Alors, je pense que S'il y a une déjà, ça règle. va dépendre du budget, parce que plus une communication s'étale sur le long terme, plus le budget est conséquent. Donc, c'est bien quelque chose qu'il faut réfléchir. Et ça, malheureusement, assez peu de studios prennent cette équation dans la balance. Ce n'est pas du tout ce que je viens de dire. Prennent cette information dans l'équation. Et après, ça va aussi dépendre du projet. Par exemple, moi, je sais que je travaille beaucoup, que sur des jeux indépendants. On a rarement des temps de communication qui sont longs. Pourquoi ? Parce qu'il faut suffisamment de matériel et les annonces, pour être relayées par les journalistes, doivent être percutantes. Or, du coup, on a plutôt tendance à dire que plus on rassemble des informations, plus l'annonce est grosse, plus on a de chances d'avoir de la couverture, surtout pour des jeux avec des scopes plus petits. Donc là, ça va vraiment dépendre du projet, ça va dépendre s'il y a un éditeur derrière ou pas, ça va dépendre si c'est une sortie en early access ou une sortie globale, ça va aussi dépendre des plateformes, puisqu'il y a d'abord une version PC. Moi, je travaille quasiment que sur des jeux PC et consoles et sur du premium. Donc, ça va dépendre de toutes ces choses-là. Est-ce qu'on a les mêmes approches pour les médias grand public versus les médias spécialisés? Est-ce que votre travail, là, vous analysez le produit de la même façon ou c'est différent? C'est rare que c'est de la même façon. On va travailler différemment quand on s'adresse à un grand public parce ça va être des gens des fois qui vont être plus néophytes. On va vouloir aller traiter de différentes caractéristiques qui vont aller rejoindre peut-être un public plus large, tandis qu'on peut se permettre d'être un petit peu plus pointu avec une presse qui est habituée de traiter ou qui mange du jeu vidéo. Donc, on a vraiment différentes cibles où on ne mettra pas nécessairement non plus de l'avant les mêmes caractéristiques par rapport à un jeu. On peut aller chercher, par exemple, un côté rétro qui va appeler justement certaines personnes dans une presse spécialisée, tandis qu'on va aller chercher, par exemple, un aspect multijoueur ou coopératif pour parler comme d'un aspect plus familial avec un média généraliste. Donc, vraiment, c'est de bien connaître le produit pour être capable de le décortiquer puis de le présenter sous différents angles selon la bonne cible média. Là. Et sur les médias français, en tout cas, on a des généralistes. On va avoir les grands quotidiens qui ont souvent des parties jeux vidéo, mais ils ne traitent pas du tout le même genre d'informations. Il est rare que dans ces médias, on retrouve des tests, par exemple. Ça va vraiment cibler très peu de jeux. On va plus être sur des angles innovants ou sur des portraits, des interviews. Donc, c'est vraiment pitcher des choses différentes à ces journalistes, puisque ce n'est pas du tout la même chose qui va intéresser le lectorat. Donc, si je comprends bien, ce qui est important, en fait, c'est de connaître chacun des médias et le profil du lecteur. Et c'est après ça, c'est de connaître c'est quoi le profil du jeu. Donc, c'est un art. Votre métier est un art et on ne s'improvise pas nécessairement demain matin. Tiens, je vais lancer un communiqué de presse et je me croise les doigts pour que les médias le reprennent. Et je dirais même le profil du journaliste.
Oui. puisqu'on va avoir des journalistes avec des affinités différentes. On sait que si on a un jeu de stratégie et qu'on va aller voir le média A, bah, peut-être que plutôt que parler directement au rédacteur en chef, on va contacter tel rédacteur qui a couvert les précédents jeux du studio ou qui a une affinité particulière avec le genre ou qui a aimé le jeu qui est la référence principale du jeu qu'on va présenter. Donc, on a aussi cette donnée-là à mettre dans l'équation. Oui, j'allais le dire. Au-delà de connaître le média, c'est de connaître le journaliste à l'intérieur, qui vraiment avec lequel on va avoir développé ça, des affinités. Donc, c'est un travail un peu d'expérience parce que c'est ce qui fait dès qu'on connaît mieux une personne, on sait quels sont ses goûts, on sait qu'il va y avoir vraiment un attrait. Donc, c'est une question de connaître son produit et connaître le journaliste puis faire arriver la magie entre les deux. Est-ce qu'on approche de la même manière un influenceur, une influenceuse d'un média plus traditionnel ou en tout cas un média plus classique? Ou est-ce que c'est différent? Pas du tout pour moi. En fait, le streamer, moi quand je les contacte, je mets vraiment en avant que je connais son contenu, que je connais ses mimiques, que je connais les mots qu'il emploie avec sa communauté et que si je le cible, c'est vraiment parce qu'il est pertinent. Et on est encore plus sur du très court que les journalistes. Envoyer plus que 2 paragraphes et un gif à un streamer, c'est très très dur. Enfin, c'est même inutile. Hein. Ils lisent peu, ils reçoivent, comme les journalistes, beaucoup de mails, mais eux, c'est pas toujours leur travail, puisqu'on va pas cibler toujours que des gros streamers qui ne font que ça à plein temps. Donc, il faut être encore plus efficace. Donc, je dirais non, pas du tout. On va pas utiliser les mêmes mots, la même façon de parler. On va vraiment plus les projeter dans l'expérience qu'ils vont vivre et pourquoi ça va être intéressant pour leur communauté. Je travaille autant de façon organique que de façon collaborative, payante, avec, pour le marketing d'influence, avec différentes personnes, que ce soit justement pour jeux vidéo, sur Instagram, et vraiment, ça dépend aussi du marché. Donc, des fois, c'est pour un projet spécifique, on dirait, on veut aller rejoindre, par exemple, la jeune femme. Mais là, on va s'adresser à elle selon le type vraiment de contenu qu'elle va faire versus selon le produit qu'on a. Donc, c'est ça, c'est plus d'adapter au type de contenu qui est généré par ces gens-là. Je pense que ça revient un petit peu à ce que tu dis avec les streamers. Là. Donc, c'est de démontrer qu'on connaît le contenu qui est fait, qui est généré et de pourquoi le produit peut s'adapter à son contenu, justement. Donc, de l'ultra-personnalisation, en fait, du contenu par rapport à qui va la relayer. Parce qu'il y a un risque aussi à avoir des mauvais tests ou des mauvais avis par un influenceur ou par... C'est un risque. Après, déjà, si on cible bien, si les retours sont pas bons, c'est qu'il y a sans doute un souci sur le jeu et que les retours vont aussi être pas bons à d'autres endroits. Et tant que c'est constructif, et normalement, si on fait bien notre travail et que c'est bien ciblé, on n'aura pas de gens haineux, alors que ce soit pour des clés gratuites, même si là, c'est toujours un peu plus compliqué au vu du nombre de demandes que reçoit un studio de tout vérifier. Mais en tout cas, sur de l'activation payante, on ne va pas payer quelqu'un qui n'a pas d'affinité de base avec le jeu et qui, en plus, est du genre à pouvoir faire des commentaires désobligeants sans justification derrière dans ses streams. Donc, ça peut arriver. Après, normalement, ça ne doit pas arriver. Et puis, de toute façon, n'importe qui peut jouer au jeu et le streamer. Donc, ça peut aussi arriver sans qu'on ait contacté nous-mêmes la personne. Est-ce que vous croyez, en fait, l'approche des journalistes, je ne sais pas si en France, puis là, vous allez me dire que on va y aller avec parce que c'est tellement vaste, les relations médias. Si on y va avec les médias spécialisés, est-ce qu'il y a une approche particulière? Est-ce que vous croyez, puis là, ma question est un peu drôle, mais entre la France et en fait, je vais dire l'Europe, puis comme ça, Mylène, tu vas pouvoir nous dire tout de suite ta phrase comme quoi l'Europe, ce n'est pas partout de la même façon. Julie, l'Amérique du Nord, est-ce que vous croyez qu'on approche les médias différemment? Est-ce qu'on a des mentalités différentes, que ce soit en Europe, je vais dire ça comme ça, et en Amérique du Nord? Je crois que si. Juste comparer, souvent, c'est quand je travaille de façon nationale avec des agences partenaires pour le Canada anglais, j'adapte pratiquement tous les plans qu'on fait nationaux pour le Québec, pour le marché du Québec, parce qu'on travaille vraiment différemment. Notre culture est différente, notre vision face à la promotion est différente. C'est pas tout ce qu'on est capable de faire ailleurs qui est vu comme une couverture, mais qu'ici, on va être vraiment très, très, très sensible.
On est sensible à tout ce qui est le marketing fait aux enfants. Donc aussi, il faut faire très attention à comment on va véhiculer un jeu qui s'adresserait à toute la famille. Ça va être vraiment vers les parents qu'on va se situer. Donc vraiment, il y a beaucoup d'adaptations de tous nos plans de lancement qui sont faits pour le Québec pour s'adresser vraiment à une culture et à une sensibilité d'ici. Qui n'est pas la même, qui n'est pas du tout la même du côté du Canada anglophone ou même des États-Unis, parce que le Canada anglophone ressemble beaucoup plus à la mentalité américaine et nous, on a plus une mentalité française à la limite. Donc, c'est deux approches totalement différentes avec les médias. Oui, bien, au niveau des médias, souvent, ce qu'on va vouloir adapter, c'est justement de la façon à qui on va s'adresser au niveau de la cible. Comment on va présenter justement le jeu, ses fonctionnalités ou à qui ça s'adresse. On va s'ajuster sur différents plans qui, justement, paraîtraient trop promotionnels, trop commercial ou trop comme de la pub ou de la vente. Du côté du Canada anglais, qui passerait très bien. Même, il y a des nouvelles qui vont couvrir ça, tandis qu'ici, on dirait, bien, nous, on couvre des vraies nouvelles. Je me suis déjà fait répondre ça pour un... Alors, c'est pour ça qu'on essaie d'adapter au possible pour être sûr que vraiment, ce qu'on veut véhiculer, ça correspond à ce qui serait une nouvelle ici. Hein. Est-ce que tu as la même chose, Mylène? Oui, je suis tout à fait d'accord. Forcément, on va s'adapter. Par exemple, un studio qui est français, quand on va communiquer en France, on va mettre ça en avant. On va pas forcément mettre en avant le même aspect du jeu, puisque selon les cultures et selon les pays, c'est pas les mêmes types de jeux qui intéressent le plus les joueurs. Et oui, ma phrase, c'est que en fait, souvent, notamment en Amérique du Nord, on considère l'Europe comme un marché. Sauf que oui, c'est le cas, mais il faut savoir que l'Europe, c'est surtout plein de pays et des pays avec des cultures différentes, avec des langues différentes, avec des intérêts différents. Donc, considérer l'Europe comme un marché unique et le cibler comme un seul marché, c'est à mon sens une grosse erreur. Faut vraiment plus viser sur du pays et du local en fonction du type de jeu, en fonction de la localisation. Par exemple, un jeu qui n'est pas traduit en français, un jeu narratif avec beaucoup de texte. Mettre des billes dans le marketing en France a assez peu d'intérêt. On sait qu'on est réputé pour parler assez mal anglais, notamment si on va s'adresser sur un jeu plutôt grand public. Donc voilà, il y a des spécificités culturelles comme ça à savoir et à vraiment prendre en compte quand on veut se lancer sur le marché européen. Par exemple, les claviers en France, alors je ne sais pas comment c'est au Québec, mais on n'a pas un clavier QWERTY. On a d'autres types de claviers qui sont souvent assez mal supportés sur certains jeux qui n'ont pas pensé à cela. Donc voilà, c'est vraiment un marché différent et l'Europe est plein de marchés différents. Si on disait tantôt qu'il faut s'adapter à chaque journaliste dans un même média, il faut imaginer comment justement il faut s'adapter dans un territoire donné parce que vraiment, là, on s'y perdrait en effet. Non? Ça veut dire autant, il faut... Vas-y, Elsa. Est-ce que pour autant, il peut y avoir des effets un peu boule de neige, par exemple, d'avoir réussi à avoir une review, enfin en tout cas un test par un influenceur, un média ou un article dans un média, et du coup d'essayer d'adresser de plus en plus gros ou de plus en plus loin des médias, soit d'un autre pays, soit... voilà, est-ce qu'il y a un effet en fait, d'opportunité quand on a un premier article qui se fait ou pas? Sur les médias anglophones, pour moi, oui, puisque les journalistes français suivent tous les gros médias anglophones. Hein. Ils vont lire du IGN, du GameSpot. Donc, si un jeu commence à être couvert dans tous les médias anglophones, les médias français vont s'y intéresser. Et je suppose que c'est pareil en Allemagne, en Espagne, etc. Quoi qu'il arrive, tous les journalistes regardent ce qui se passe dans les médias anglophones. Par contre, j'ai jamais eu, alors c'est peut-être arrivé, hein, mais on n'a pas non plus toutes les infos des journalistes qui nous disent « j'ai couvert tel jeu parce que je l'ai vu à tel endroit ». Mais en tout cas, j'ai jamais entendu parler de couverture qui s'était déclenchée parce que GameStar, par exemple, qui est le plus gros média allemand, avait fait la promotion d'un jeu. Après, il faut savoir qu'il y a des entités. Par exemple, on va avoir une entreprise qui s'appelle Webedia, qui possède jeuxvideo.com et qui possède aussi GameStar et qui possède plein d'autres entreprises aussi, mais qui n'ont pas non plus forcément des ponts entre eux, qui n'ont pas tous la même liberté et les journalistes ne se connaissent pas forcément. Par contre, ça peut aider quand on achète des promotions médias, sans doute. On est une compagnie de jeux vidéo et on veut se lancer dans la folle aventure des relations médias. Naturellement, on sait que c'est l'international. Est-ce que, je vais vous poser une drôle de question, mais est-ce que vous croyez que les studios doivent approcher des petits
des petites firmes de relations publiques qui sont vraiment spécialisées sur le marché ou si on le budget limité, là. Si on y allait avec ça, est-ce que j'ai un budget limité? Est-ce que je vais avec une agence qui s'y connaît dans tous les marchés ou j'y vais avec plusieurs petites agences qui connaissent chacun spécifiquement les marchés? Ça n'existe pas, je pense, une grosse agence, elle travaille tous avec des partenaires dans chaque pays, il me semble. Donc, on paye une grande agence qui, elle, après ça, travaille avec vous sur chacun des marchés. C'est ce qu'on comprend. Bah, ouais, moi, je vois j'ai parfois eu des clients qui travaillaient d'abord avec des grosses agences, mais parfois localisées. Donc, il y a aussi des très grosses agences qui ne font que la France. Et en fait, elles permettent de déployer un plan international en n'ayant que ce contact-là parce qu'elles ont des agences partenaires qui travaillent en Amérique, qui travaillent en Angleterre, etc. Donc, il n'y a pas d'agence. Après, ça va dépendre de l'affinité du studio. Est-ce qu'ils préfèrent avoir une grosse agence et qui s'assure que si la personne qui s'occupe d'eux est malade, il y a quelqu'un d'autre qui prend le relais, mais ça sera sans doute des relations un peu moins personnelles avec des gens qui n'auront pas forcément joué au jeu. Donc, ça va dépendre vraiment des affinités du studio et ce qu'ils recherchent et leurs objectifs, etc. Moi, je sais que, par exemple, je ne travaille pas sur des jeux auxquels je n'ai pas joué. Je veux jouer à une démo. Alors, ça prend du temps, ça oblige à sélectionner les clients et à aussi refuser des projets, pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais aussi parce que je pense que c'est un style de jeu qui ne me parle pas et je ne serai pas la plus compétente pour en parler. Donc voilà, ça, c'est pas forcément des choses qu'on va retrouver dans des grosses agences. Donc, ça dépend encore vraiment de l'objectif du studio et de ce qu'ils recherchent. Je prends très rarement, moi, des mandats qui ne sont pas nécessairement, qui sont à l'extérieur du Québec. Parce que c'est ici que j'ai le pied. C'est ici, mon marché, c'est celui du Québec, c'est celui de Montréal, c'est celui de tout le Québec, mais je ne suis pas une spécialiste du Canada anglais ou de l'Amérique du Nord ou des États-Unis. Puis je pense que j'aurais vraiment un rôle d'imposteur un peu à dire. Puis je préférerais référer à des gens que je sais qui ont l'expertise pour être capable de mener à bien ce type de mandat-là que de dire oui, je vais le prendre, puis d'arriver en terrain inconnu. Donc, il y a vraiment ça prend une connaissance approfondie, puis je pense que ça prend les deux pieds sur le terrain pour vraiment être capable de bien connaître son marché, de bien connaître les médias, parce que c'est des relations, justement, qui se forgent au fil du temps, puis que si on n'est pas sur place, ça va être beaucoup plus difficile de créer ce type de relation-là. Est-ce que ça peut être le rôle d'un publisher et du coup, est-ce que ça peut être un critère de choix pour un studio de savoir s'il passe par un publisher ou pas, ce publisher d'avoir un peu des ramifications comme ça, de travailler avec plusieurs agences dans plusieurs pays? Est-ce que ça fait partie de son rôle ou pas nécessairement? Ça va dépendre du contrat de publishing. Après, il y a rarement des contrats de publishing sans marketing. Donc oui, clairement, moi je vois quand donc je travaille pour Raw Fury, je m'occupe de tous les jeux Raw Fury en France. Oui, c'est eux qui prennent en charge ça et ils travaillent avec des personnes pour chaque territoire clé. Et selon les jeux, ça varie. Mais oui, clairement, c'est aussi pour moi une des bonnes raisons de prendre un publisher autre que vous avez besoin de sous pour financer votre projet. C'est de pouvoir vous décharger parce que même si vous faites appel à des experts pour vous entourer parce que le marketing, c'est pas votre truc, donc il faut travailler avec des experts, ça va vous prendre du temps d'assister aux réunions, de comprendre ce qu'ils disent, de vous impliquer dedans aussi, parce qu'on peut pas faire de marketing sur votre jeu sans vous. On a besoin aussi quand même de l'accord team et le publisher peut servir d'intermédiaire là-dessus. Donc pour moi, ça fait vraiment partie d'une des raisons de choisir un publisher si c'est vraiment un aspect dont on ne veut pas s'occuper ou dont on n'a pas le temps de s'occuper. Donc, les relations médias, c'est important de vérifier en tant que studio, c'est important de vérifier si le publisher a quand même une bonne couverture en relations médias, parce qu'on sait qu'au bout de la ligne, on peut être sur plein de types de médias, on va payer ou quoi que ce soit, mais la relation média, ce qu'elle a de beau aussi, c'est d'être capable de toucher des gens qu'on toucherait peut-être moins, mais aussi pour des sommes un petit peu moins élevées que si on allait acheter de la publicité directement. Donc, ce serait, vous pourriez recommander ça, de s'assurer que le publisher a quand même une bonne liste de fournisseurs médias dans les marchés visés? Peu importe le client ou presque pour le mandat, souvent quand ils partent avec un plus petit budget puis un désir de se faire connaître, je leur suggère fortement, puis pas seulement pour prêcher pour ma paroisse, mais je leur suggère de travailler en notoriété, de travailler en relations de presse, de travailler en contenu éditorial avant d'aller chercher de la publicité, parce que souvent, pour le même montant, tu peux avoir, on parle de pages dans la presse ou d'un spot où
qu'une campagne complète qui peut être déployée au niveau éditorial, puis d'aller chercher les histoires, parce qu'au niveau de notoriété ou crédibilité, si on a une recommandation d'un journaliste versus juste une pub qui est à côté, par exemple, dans le même magazine, mais souvent les gens vont préférer dire « Ah, ben telle personne le recommande, donc je vais aller vers ce jeu-là », versus une publicité que peut-être tout un chacun peut vraiment aller chercher, mais qui ne sera pas nécessairement un endossement, là, donc une recommandation qui aurait été faite. Donc, pour moi, c'est... Donc, au même budget donné, je vais souvent recommander d'y aller là, en contenu éditorial, c'est sûr. Je pense que le plus important dans un publisher, c'est que la relation se passe bien parce que c'est quelqu'un qui va vous accompagner durant tout le projet et qu'il faut que qu'il se passe bien, qu'il connaisse le projet. Après, oui, bien sûr, il faut qu'il ait du marketing, mais des fois, il y a aussi des projets où la presse va être très dure, on le sait d'avance. Des jeux coopératifs, par exemple, des party games, c'est très, très dur à vendre à des journalistes, du moins en France. Donc, on risque sans doute de dépenser plus de budget sur les influenceurs. Donc voilà, il faut vraiment vous assurer surtout de travailler avec quelqu'un en qui vous avez confiance et qui comprend votre objectif. Justement, j'avais une question qui m'est venue et tu l'amènes, tu me le mets sur la table. Mais quel type de jeu dans les campagnes que vous avez faites, quel type de jeu se vend le mieux auprès des journalistes? Est-ce qu'il y a des jeux là, que vous dites ça, c'est des petits bonbons, c'est facile à positionner dans les médias par rapport à vos contacts que vous avez dans vos médias respectifs? Alors pour moi, ce serait les jeux engagés maintenant, des jeux avec des thèmes forts. Ça permet quand même d'approcher les journalistes avec un angle un peu différent. Donc ça, c'est vraiment qui marche bien. Après, tous les types de jeux, ça va vraiment dépendre des journalistes. Les jeux en accès anticipé, en early access, sont plus durs à vendre. Du moins en France, c'est le cas. C'est toujours plus compliqué. Après, il y a plus des jeux qui sont, je dirais, plus durs à vendre que des jeux qui sont faciles à vendre. Donc, par exemple, un jeu coopératif, juste parce que mécaniquement, débloquer 2 journalistes pour faire un test, c'est toujours plus compliqué que d'en débloquer un seul. Les party games, où en fait, ce qu'on veut voir, c'est des gens rire et se marrer, puisqu'en fait, c'est l'objectif du jeu. Par un test, c'est dur à le retranscrire, et ça, les journalistes le savent aussi. Donc voilà, pour moi, c'est plus des jeux durs à vendre que des jeux faciles à vendre. Malheureusement, je n'ai pas trop connu de jeux très faciles en me disant ça, c'est sûr que la presse, ça va marcher, puisqu'il y a toujours une part d'aléatoire aussi. On peut se dire que ça, c'est sûr que l'annonce va cartonner, et puis le même jour, on a un nouveau Mass Effect qui est annoncé, par exemple, ou n'importe quelle grosse licence, et du coup, on va batailler alors que rien ne pouvait nous laisser présager un tel scénario, quoi. Julie, est-ce que tu dirais que c'est la même chose ici sur nos marchés? Non, mais surtout que je travaille surtout sur des projets qui sont souvent très grand public, qui vont aller chercher vraiment là, du plus petit au plus grand ou à peu près toute la famille. Donc, c'est des projets, des fois, peut-être qui sont un petit peu plus, qui peuvent être un petit peu plus faciles à porter. Mais tout ce qui va bien fonctionner, ça va être un angle éducatif. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose de plus qu'on peut apporter? Est-ce qu'on va apprendre de par le jeu? Donc, ça va fonctionner très, très bien. Est-ce qu'il y a un angle justement aussi coopératif? Est-ce que ça rassemble les gens au lieu de diviser? Est-ce que ça isole? Là, on a été en pandémie, évidemment, donc ça a été différent de chacun chez soi, mais des jeux qui vont aller rassembler soit la famille dans le même salon ou des jeux qui vont aller rassembler, aller unir les amis ensemble, ça a fonctionné aussi. Et ce qui fonctionne très bien, évidemment, là, on travaille ensemble avec la Guilde du jeu vidéo du Québec, c'est tout l'aspect local. Qu'est-ce qui est fait chez nous? Comment ça a été créé? Donc, toute la genèse, donc autant local de la ville dans laquelle ça a été créé que donc c'est un nouveau fleuron du Québec ou un nouveau produit qui a été fait ici par des équipes d'ici. Donc, vraiment, ce sont tous des angles sur lesquels on va aller travailler donc pour présenter là, un nouveau lancement. Elsa, est-ce que tu as d'autres questions pour nos... Oui. Alors moi, j'avais une question. Je me posais la question par rapport aux conventions, aux salons. Si on est un studio qui a un budget un peu limité, qui doit faire un choix entre être présent sur un salon et espérer toucher du grand public, ou plutôt investir dans une campagne de relations presse, relations influenceurs, en fait, est-ce que le salon est encore la norme aujourd'hui pour toucher le public de joueurs ou pas? Et est-ce qu'il y a des petits changements à ce niveau-là? Alors personnellement, Julie, vas-y.
Désolée, ça va être difficile de voir, je pense, avec les prochaines années. Comme par exemple, je suis allée pendant 10 ans au E3 à Los Angeles. À quoi ça va ressembler en version virtuelle cette année après un an de disparition et pour laquelle on annonçait peut-être que cet événement-là allait peut-être disparaître. Depuis les 4 dernières années sur lesquelles on a travaillé au Megamix à Montréal aussi, on a vu l'engouement des gens pour pouvoir présenter leur jeu. Puis il y a vraiment une frénésie qui se crée avec les joueurs sur place, avec les développeurs qui sont capables de rencontrer les clients. Et ça pour moi, ça n'avait pas de prix. Donc, c'était vraiment important. Mais encore là, à qui le jeu s'adresse? Donc, quelle est la cible? Donc, quel est l'auditoire cible de ce jeu-là? Et quel est l'auditoire cible de l'événement où il y aurait une démonstration, où il y aurait un kiosque sur place? Et c'est ça qui va déterminer si c'est le bon fit. Et après, évidemment, moi, je dirais qu'il ne faut pas mettre de côté la campagne de relations de presse. Donc, on peut y aller avec la campagne de relations de presse. Si on a un budget supplémentaire pour être dans un événement qui cible bien le bon auditoire, ça va. Mais l'événement seul, sans la campagne, ne peut pas nécessairement garantir le même succès, là. Donc, je dirais un avec l'autre ou un sans l'autre, mais pas nécessairement les deux de cette façon-là. Et puis un événement, c'est souvent une occasion aussi de rencontrer un journaliste qui est de passage et du coup de faire du test. Mais c'est ça, en fait, déjà, pour moi, enfin, du moins dans les jeux, pour les studios indépendants, contrairement aux gros studios qui y vont pour de la notoriété, parce que quand on est Nintendo, on ne peut pas ne pas aller à la Gamescom, par exemple, ils ont toujours tout le monde a toujours des stands partout. Quand on est un studio indé, aller dans un événement pour la notoriété, c'est pas vraiment possible, le stand sera beaucoup trop petit. Donc pour moi, on ne va pas à un événement grand public pour faire connaître son jeu et vendre des copies de son jeu. Même si on reçoit 500 personnes par jour sur son stand, c'est beaucoup. Si on en convertit 50%, c'est des chiffres totalement hors sol, ça n'arrivera jamais. Vous allez faire 300 ventes, c'est pas ça qui va rentabiliser votre venue sur le salon. Vous allez sur le salon pour faire des rencontres avec les autres développeurs, ce qui est très important pour potentiellement recruter ou faire des choses ensemble, des bundles, etc. Et pour rencontrer les journalistes. Donc déjà, si vous allez sur un salon pour faire tester votre jeu et faire des ventes, vous n'allez pas pour la bonne raison. Une des grosses nouveautés maintenant, c'est, alors moi je vais parler pour ce que je connais, donc Steam essentiellement, il y a beaucoup de salons qui ont des pages de mise en avant Steam et ça peut être une bonne raison d'aller sur un salon, de bénéficier de cette mise en avant et donc de gagner des wishlists et donc potentiellement gagner de l'exposition et des ventes à la sortie. Donc c'est ces nouveaux facteurs qui sont importants, surtout dans des événements numériques, avec du coup moins de networking, ça marche moins bien clairement le networking comme ça. Donc c'est juste maintenant des raisons d'aller aux événements qui sont différents à mettre en corrélation avec le prix que ça coûte, quoi. Donc, on aborde les journalistes dans les événements de la même façon qu'on va aborder un publisher à la limite. Si on veut vendre notre projet à ces gens-là, donc ça devient littéralement du développement des affaires, mais auprès des journalistes. On prévoit des rendez-vous avec des tests de jeu, des previews, des présentations pour avoir de la couverture presse à la sortie. Ouais, tout à fait. Oui. Merci. On va passer à Pascal et Mathieu maintenant. En fait, peut-être justement de vous présenter en premier lieu. Pascal? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Pascal Nataf. Ça fait maintenant un peu plus d'une dizaine d'années que je suis dans le jeu vidéo. J'ai fait plusieurs choses dans les 10 dernières années. Donc, entre autres, j'ai été un des cofondateurs de la Guilde dans sa première version. J'enseigne aussi à l'Université le développement de jeux. J'enseigne à l'Université de Montréal, à l'UQAT, dans différentes aussi écoles ici au Québec, même en France. Et puis, j'ai fondé plusieurs studios de jeux. Donc, le premier studio, en 2012, on a commencé à travailler là-dessus, s'appelle Affordance. C'est un studio qui se spécialise dans tout ce qui est les jeux éducatifs et les jeux à impact sociaux. Mais depuis les dernières années, j'ai été investisseur. Donc, j'ai créé à Montréal un incubateur/accélérateur. On investit dans des startups. Aujourd'hui, on a 9 entreprises qui sont regroupées dans cet accélérateur-là qu'on appelle Indie Asylum pour environ 120 employés. Puis on travaille sur une tonne de différents jeux, des jeux de réalité virtuelle, des jeux éducatifs, des jeux pour consoles, des jeux plus spectatoriels. Donc, je touche à beaucoup d'aspects différents du jeu vidéo. Mathieu? Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je vais me présenter à la mode nantaise, comme on a tendance à le faire ici. Donc moi, je suis Mathieu Colombel, j'ai 38 ans. Je suis marié, j'ai 4 enfants. On commence toujours par le perso.
Et qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais en fait en pro? Donc, je suis intervenant conférencier sur les métiers du design, plus spécialisé dans le motion design. Je gère un studio qui s'appelle Black Mill. Donc, je suis cofondateur avec 2 autres personnes de ce studio-là. Donc, c'est quoi? C'est un studio de création. C'est un studio de création spécialisé dans le motion design. Donc, on n'est pas à proprement parler un studio de jeux vidéo, mais on travaille pour des studios de jeux vidéo. On existe depuis près de 10 ans. On est présent à Paris, à Nantes et à Montréal. Et notre métier, c'est quoi? On raconte des histoires par de la métaphore graphique. Nous, en fait, on prend plein d'informations complexes qu'on va simplifier et qu'on va rendre accessibles au plus grand nombre. Donc, quand on travaille dans la communication classique pour des marques, on va les accompagner sur leur film de marque, sur l'histoire de la marque. Quand on travaille dans le cinéma, on va travailler sur les génériques de films. C'est nous qui voilà, allons séduire, allons capter les gens avant le film. Et quand on travaille dans le jeu vidéo, on fait les story trailers. Donc, c'est nous qui allons raconter l'histoire d'une autre manière, avec souvent d'autres graphismes, etc. Et voilà. Et à côté, je suis aussi directeur de IRTSU, qui est une école qui forme au métier du design et notamment au game design ici à Nantes. Donc, je suis bien occupé aussi. Et merci pour votre présentation. Et Mathieu, par exemple, vous avez fait avec Black Mill le choix de faire d'un déplacement de Paris vers Nantes, puis de Nantes vers Montréal. Donc sans oublier évidemment Paris et Nantes qui restent vos studios et vos attaches françaises, mais qu'est-ce qui a motivé le fait de vous installer à l'étranger et notamment à Montréal? Alors, déjà, il faut que je parle effectivement de comment est-ce qu'on a fait le saut de puce entre Paris et Nantes. Donc, on a créé le studio à Paris, puisque je suis diplômé à Paris. Et puis voilà, on a travaillé dans les agences de communication. Puis on a commencé à travailler pour des studios de jeux vidéo, d'ailleurs, là-bas à Amplitude. Et en fait, au moment où on a cherché à s'étendre, on a cherché, on va dire, les endroits, les villes où il y avait des choses qui étaient naissantes autour de justement les nouvelles méthodes de narration, on va dire, donc tout ce qui était jeux vidéo, tout ce qui était motion design. Et Nantes était une ville qui était en pleine explosion. Donc ça, c'était on va dire début d'année 2015. Et puis on a bien fait puisque c'est une ville qui a vraiment explosé autour de ça. Donc Nantes, c'est une ville qu'on choisit souvent pour son cadre de vie, qu'on choisit souvent parce que c'est une ville où il y a une très grande bienveillance et où c'est une ville de réseau, où en fait les gens, ils ont tendance à se parler, à se filer des bons plans, etc., etc. Donc, quand le studio a continué de grossir, on a pensé effectivement à l'internationalisation. Et il y a un peu plus de 4 ans, on a fait partie, à peu près 4 ans, on a fait partie de la délégation nantaise Grand Ouest, on va dire, qui est partie à Montréal pour justement découvrir un peu l'écosystème là-bas. C'était un territoire qui m'intéressait. Et en fait, ce qui m'a incroyablement impressionné à Montréal, c'est qu'en gros, je retrouvais ce que j'avais trouvé à Nantes sur ce côté bienveillance et réseau, mais en 10 fois plus gros. Donc, un marché voilà, potentiellement très, très important. Et effectivement, ce besoin, cette manière qui était en train un peu d'exploser autour de nos métiers du motion design et de cet accompagnement, on va dire, de tout ce qui était marque et studio par rapport à ça. Et c'est venu naturellement, du coup, de choisir Montréal comme étant la première destination, on va dire, internationale de Black Mill. Et on a mis, du coup, près de 3 ans, en fait, avant de sauter le pas, quoi. Je suis retourné plusieurs fois jusqu'à ce qu'on se dise, OK, on y va. Voilà. Et donc, du coup, c'est ouvert depuis officiellement mars 2020, puisqu'on a signé nos bureaux le 15 mars 2020, en sachant qu'en France, on a annoncé le confinement le 17 mars. Donc, vous voyez un peu la chose. Et donc, du coup, on a eu les premières personnes qui sont arrivées en octobre. Voilà. Pascal, on entend Mathieu dire qu'ils ont pensé venir ici pour tout l'écosystème 10 fois plus grand qu'à Nantes, etc. Alors, pourquoi un studio comme Affordance et tout l'écosystème qui est autour de toi, pourquoi penser à s'en aller vers les marchés comme la France? Dans notre cas aussi, en fait, pas dans notre cas aussi. Dans notre cas, c'est lié à la pandémie. Si on fait un retour un peu en arrière, tu parlais, Nadine, quand tu faisais un peu le tour d'horizon de l'industrie de 2002 à 2020, comment l'industrie a fait du progrès. Mais c'est important de se rappeler qu'il y a une grande proximité quand même culturelle entre le Québec et la France, puis encore plus entre l'industrie française du jeu vidéo et l'industrie québécoise, dans la mesure où notre industrie s'est beaucoup développée autour d'Ubisoft, entre autres, ce qui a permis beaucoup d'échanges entre les employés québécois de Ubisoft et les employés français. Dans les dernières années, il y a énormément de ressortissants français qui sont venus au Québec travailler dans le jeu vidéo, soit à travers la filière éducative, en passant par les universités ou directement en passant d'un studio français qui est ouvert
ouvert une filiale à Montréal. Pour ça, il faut dire que Montréal International a fait un super travail dans les dernières années. À chaque mois, pratiquement, on entend qu'un nouveau studio va ouvrir. Des super bons studios français comme Dontnod ou Quantic Dreams ont ouvert tout récemment à Montréal. Donc, il y a cet attrait-là de Montréal, évidemment, parce qu'on a ici une industrie qui est mature, qui est grande. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bienveillance entre les studios. Vous en parliez un peu plus tôt. Mathieu vient de le mentionner aussi. Donc, on a plein d'avantages. Dans notre cas à nous, sur les à peu près 120 employés qu'on a à l'intérieur de l'Asylum, on a environ 20% des employés qui sont d'origine française. Puis quand la pandémie a éclaté, on en a plusieurs, en fait 4, qui ont décidé de rentrer en France pour être plus proches de la famille puis vivre le confinement chez eux. Donc, pour nous, ça a quand même été une sorte je veux dire, la pandémie nous a forcés à nous redéployer, à revoir notre stratégie, à revoir nos façons de travailler. Puis, entre autres, pour ces employés-là, c'était des employés qu'on voulait à tout prix garder. Donc, ça nous a forcés à nous intéresser un petit peu plus à comment fonctionne le marché français, comment fonctionne surtout l'industrie en France, tout ce qui touche la légalité, la fiscalité, droit des affaires. Puis on s'est rendu compte que c'était super intéressant. Au début, quand on en parlait autour de nous, pour dire la vérité, les gens devenaient bleu-vert. Ils disaient non, tu ne veux pas ouvrir en France, c'est la pire des choses. Le droit du travail est horrible. Tu ne peux jamais renvoyer des employés. Les charges sont super élevées. Tout est kafkaesque. C'est un peu vrai, mais beaucoup moins vrai qu'on pensait. Donc, on considère qu'il y a vraiment beaucoup de dynamisme en France. La qualité des employés, des travailleurs français, des écoles françaises est super élevée dans tout l'écosystème du jeu vidéo mondial. La créativité des Français est super impressionnante. Puis je pense que culturellement aussi, entre Montréal puis Paris, Montréal puis la France, les régions, c'est facile de s'entendre puis de travailler. Donc, c'est un petit peu ça qui nous pousse à regarder du côté de la France aujourd'hui, surtout pour des raisons de main-d'œuvre. Tu l'as mentionné au début, mais c'est super difficile de recruter ici. Donc, de pouvoir offrir à des Français de travailler d'un bord à l'autre de l'Atlantique, c'est peut-être quelque chose d'intéressant pour le futur. Effectivement, on le voit beaucoup ici au Québec. La pandémie aura fait autant on avait un beau mouvement qui venait des gens de l'international qui voulaient venir vers ici, et autant que là, on a le mouvement inverse qui fait que la pandémie va avoir créé un sentiment de il faut se rapprocher des familles. Donc, effectivement, on le sent très, très bien de ce côté-là. Qui va avoir un petit côté négatif, en fait, de la pandémie sur ce point-là. Pascal, tu l'as un petit peu dit, mais Mathieu, les avantages que tu as vus justement du Québec, là, les avantages puis les inconvénients, en fait, on va dire les inconvénients, parce que tu as parlé pas mal des avantages de Montréal, donc ça, merci beaucoup. Mais est-ce qu'il y a certains inconvénients pour quelqu'un comme toi de venir ici, là? Ce serait quoi les premières choses? Tu n'es pas obligé d'en dire beaucoup, hein? C'est vraiment pas nécessaire. Je vais essayer de ne pas en dire beaucoup. Non, alors nous, c'est vrai qu'en plus, c'était dans un contexte particulier, puisque ça fait du coup 1 an qu'on vit la pandémie, on va dire, à distance. Moi, pour la petite histoire, j'étais censé y être 1 semaine par mois, du coup, à Montréal depuis mars 2020. Je n'ai pas pu y retourner depuis mars 2020, moi. Donc, on va dire que les inconvénients, je les ai connus un peu à distance. C'est-à-dire qu'au départ, il y avait, c'est vrai, je rejoins un peu ce que Pascal disait, nous, quand on s'est implanté à Montréal, on nous a dit, vous allez voir, tout ce qui est fiscal, machin, etc., c'est beaucoup plus simple que la France. Donc, vachement d'avantages qui vont simplifier les choses. Mais il n'empêche que c'est quand même une mécanique qui est très différente de la nôtre, qui fait qu'il y a quand même un temps d'adaptation, qui fait que ça ne peut pas se faire du jour au lendemain. Voilà, il y a quelque chose il y a une acculturation importante par rapport à ça. Et puis, par rapport au travail, c'est vrai qu'au départ, nous, le fait qu'on s'implante à Montréal, c'était pour faire
travailler des gens à Montréal, donc pour implanter des gens là-bas, etc. Et on savait qu'avec ce qui se passait, on n'allait pas pouvoir emmener des gens tout de suite là-bas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que grâce à la pandémie, en fait, on a des studios qui ont commencé à accepter qu'on travaille à distance. Ça, c'était quelque chose qui n'était pas du tout prévu, quelque chose qui, on va dire, n'était pas forcément bien vu de travailler de cette manière-là. Et en fait, ça s'est très, très bien passé. On a signé plusieurs films comme ça. On va dire qu'il y a, au niveau des équipes entre la France et Montréal, il y a des choses à leur faire comprendre ici en France. Voilà, on n'impose pas ces choses comme grand français qui sait tout et ce genre de choses-là. Et que voilà, il y a un côté vraiment comprendre que effectivement à Montréal, ce sont des personnes qui ont une culture qui sont américains en quelque sorte. C'est une culture plus américaine que nous en France qui avons une culture un peu plus européenne. Donc on a des logiques qui sont pas forcément les mêmes au niveau de comment est-ce qu'on planifie les choses. On va dire que si je parle de mon équipe, si je parle de Nantes, si je parle de Paris aussi, on est un peu moins respectueux au niveau des horaires et ce genre de choses-là. On a tendance à avoir… Là-bas, ça ne passe pas du tout. À Montréal, ça ne passe pas du tout. Il y a un respect des choses qui est très carré. Donc voilà, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure, mais qui sont importantes pour que ça marche très bien des deux côtés. Il y a aussi un autre truc qui est assez intéressant, notamment par rapport à Nantes, c'est qu'à Nantes, on a un grand principe qui est assez connu de tout le monde, ce qu'on appelle la discrétion à la nantaise. On est des gens on est plutôt discrets, on a plutôt des gens de réseau et plutôt des gens de réseau souterrain. Là où à Montréal, il ne faut pas être discret, il faut aller voir les gens, il faut aller les rencontrer. Les gens sont très accessibles et ce n'est pas un réflexe qu'on a forcément naturellement nous. Donc c'est quelque chose pareil, qui a un temps d'adaptation qui est pas forcément facile. Quand on a obtenu un rendez-vous à Montréal, on se dit c'est incroyable, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous à Montréal. Mais en fait, c'est normal là-bas. Les gens sont justement très bienveillants, très accessibles. C'est hyper facile d'avoir les contacts d'un tel et un tel. À partir du moment où on est à l'heure au rendez-vous, tout se passe bien. Voilà. Et qu'on a le droit de se rencontrer. Exactement. Et tu vas voir, si tu n'as pas encore connu c'est quoi exactement le Québec et nos qualités d'accueil, imagine, tu vas voir quand on pourra se rencontrer, comment c'est. Moi, je l'ai connu un peu. Ah oui, c'est vrai. Parce que en fait, avant d'installer pendant 3 ans, j'y ai été régulièrement. Donc, c'est ce qui a vraiment décidé qu'on se déplace là-bas. C'est que c'était pour moi devenu une évidence de par les relations et puis les personnes que j'avais rencontrées là-bas. Voilà. Puis moi, je m'y suis fait très, très rapidement. Si ma femme n'avait pas peur du froid, j'aurais peut-être bougé à Montréal. Mais voilà. C'est tellement beau. Pascal? Oui, vas-y, Elsa. Non, parce qu'en fait, je rebondissais, donc après, on pourra sûrement en reparler après. Je veux juste quand même te poser la question, Mathieu, mais est-ce que tu as eu l'impression qu'à un moment, qu'il fallait que vous soyez présent à Montréal, avec une entité à Montréal, pour pouvoir vraiment développer votre activité commerciale Il n'y a pas photo. À la différence, par exemple, de Londres, où on était représenté. Donc, on avait une représentation à Londres pendant très longtemps. Donc, on peut traiter les choses à distance, il n'y a pas de souci, etc. Sur Montréal, on l'a senti tout de suite. C'est vrai que c'était très important le fait d'être sur place et d'avoir des gens sur place pour travailler avec les personnes qui sont sur place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce serait quoi les erreurs? Oui, vas-y, Pascal. Peut-être une explication pour Mathieu, puis pour tous les autres intervenants, mais il y a peut-être des raisons aussi un peu fiscales à ça. Pour les studios locaux, il y a quand même un avantage à avoir des sous-traitants canadiens ou québécois quand on donne du travail parce qu'on a des crédits d'impôt qu'on peut réclamer. Donc, quand les partenaires sont à l'international puis qu'on se fait facturer à l'international, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai, là, Mathieu parle d'avoir une équipe sur place puis de pouvoir, donc c'est une chose, mais quand même d'avoir une présence sur place au minimum, c'est clair que c'est quelque chose qui est presque obligatoire. Ce serait quoi les erreurs à ne pas commettre pour s'implanter? Est-ce qu'il y en a déjà là, que vous dites « Ah, si je pouvais, je ne recommencerais pas ça ». Est-ce qu'il y a des erreurs? Je pense que je vais laisser Mathieu répondre plus pour ça parce que nous, on n'est pas encore implantés. Donc, je suis convaincu qu'on va faire plein d'erreurs. On ne les a pas encore faites. Donc, je pourrais revenir l'année prochaine en parler. Non, je l'ai déjà cité. Pour moi, la principale erreur, c'est d'arriver là-bas en se disant « ils parlent français, donc ils sont français ». Et effectivement d'avoir une attitude comme on peut l'avoir en France, là où effectivement il y a un côté acculturation et respect de ce qui nous entoure qui est très important. C'est une tendance qu'on a, nous, en tant que Français, d'arriver un peu avec ses gros sabots et tout ça. Voilà, il y a ce côté-là qui est très important. C'est pour ça qu'on ne le fait pas du jour au lendemain et c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un temps de réflexion, de culture en fait, à avoir en amont avant d'aller là-bas.
Donc, je ne regrette pas ce qui s'est passé au niveau de la pandémie et tout ça, parce que ça nous a permis d'autant plus, on va dire, d'apprendre les choses, de passer du temps avec les gens en visio et tout ça, ça nous a beaucoup aidé. Mais je pense que c'est un des principaux défauts, on va dire, des entreprises qui s'implantent là-bas, ou des écoles, hein, parce que j'ai eu les échos aussi d'écoles françaises ou d'entreprises françaises qui s'implantent là-bas et qui vont imposer un système qui est le leur à des gens qui n'ont pas du tout envie de suivre ce système. Voilà. C'est naturellement, quand on décide de s'implanter dans un autre pays, à qui on s'adresse en premier? C'est à des avocats de vos pays respectifs. Ça a été quoi, vos étapes? Moi, ça s'est passé super vite parce que, en termes de relations, parce que comme je faisais partie de la délégation nantaise, on a rencontré des gens qui étaient donc à la CCI, par exemple, au Canada. On a rencontré Montréal International aussi. Enfin, on a rencontré pas mal de personnes qui, justement, on va dire, étaient là pour ça, en quelque sorte, pour justement parler un peu de l'écosystème et tout ça. Et à partir du moment où on s'est adressé à quelqu'un en disant pourquoi pas, bah, c'est parti, quoi. Hop. Donc, on a rencontré plein de gens après qui nous ont conseillés et qui nous ont accompagnés jusqu'à ce que justement on rencontre les fameux avocats et que voilà, les banques et tout ce genre de choses et qu'on rentre dans le processus, on va dire, qui est plus officiel. Ouais, pour nous, on a commencé par des amis entrepreneurs qui, soit des amis français qui avaient des studios en France, ou soit des amis québécois qui ont ouvert des entreprises en France, pas dans le jeu vidéo nécessairement, pour déjà avoir leur son de cloche un peu. Puis après, on a été rapidement, tout le monde nous a, dans le fond, renvoyé vers Business France, qui ont fait un super travail pour nous, pour nous aider puis nous accompagner depuis le début, nous mettre en contact avec tous les professionnels avec qui on a besoin de parler pour vraiment faire un montage financier, comprendre un peu la réalité de s'implanter en France, puis qui nous ont aussi ouvert un peu ou mis en contact avec toutes les différentes régions de France qui étaient intéressées ou peut-être qui pouvaient être intéressantes pour nous. Donc, ça a été super. Ce que je comprends, c'est que Business France et Montréal International ont un peu ce même rôle-là d'attirer et d'aider l'implantation de studios sur leur territoire. Donc, on commence à parler avec ces deux-là en premier. On vient faire quand ça va être possible, naturellement, on va faire une petite visite. Est-ce que, justement, avant d'implanter un studio, vous recommanderiez de dire on va rester là quelques semaines pour vraiment bien sentir l'écosystème et tout ça, ou juste quelques visites express, c'est suffisant? Moi, j'encouragerais toujours le fait de passer plusieurs semaines là-bas en amont pour effectivement appréhender les choses, la vie à Montréal. Nous, c'est comme ça qu'on a fait, c'est ce qui a fait que ça a très bien marché. Ne surtout pas négliger le réseautage, parce qu'en fait, c'est ça la clé, c'est vraiment le réseau. Et c'est ce qui donne justement ces contacts qui permet effectivement de main en main de monter des projets et de pouvoir justement finir par s'implanter. Donc oui, passer du temps en amont et aller aux soirées, aller dans les réseaux et puis échanger beaucoup avec les gens, ce qui n'est pas un réflexe chez nous qui est habituel. Ouais, ben, je pense que dans un monde idéal, c'est mieux d'aller visiter définitivement avant de construire le réseau. Je pense, potentiellement, quand tu parlais d'erreurs à éviter ou de la difficulté d'ouvrir une filiale dans un autre pays, surtout quand tu es une petite entreprise avec pas nécessairement des moyens illimités, ben, c'est vraiment de retourner un peu à la case départ. Tu commences, tu n'as pas vraiment de réseau, tu connais personne, tout est nouveau un peu, donc il y a tout à réapprendre. C'est vraiment revenir 10, 12, 15 ans en arrière. Donc, c'est quelque chose d'assez difficile. Donc, effectivement, de savoir où on va puis d'avoir un peu plus le plan, c'est idéal. D'un autre côté, c'est peut-être un peu la différence Europe-Nord-Amérique, mais on a acheté ici une maison sans vraiment l'avoir parce que c'est rendu la folie d'acheter des maisons. Puis on est prêt à aller en France maintenant sans nécessairement y aller avant parce qu'on a comme confiance qu'avec la bienveillance, en s'installant là-bas, en étant actif, en participant, en créant de la valeur, on va être capable de développer un réseau aussi. Donc, c'est le côté des fois un peu plus rouge de ne pas trop analyser puis de foncer, mais je pense que c'est définitivement mieux de savoir où on s'en va, mais c'est ça. Quand les opportunités sont bonnes aussi, il faut les saisir.
Et pas négliger les aides aussi, hein, parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément, mais il y a des aides pour effectivement l'implantation à l'international. Et quand on décide de le faire, on n'a pas forcément idée à quel point il y a des aides qui sont là pour ça, quoi. Voilà. Se rapprocher d'organismes qui sont là pour voilà, aider à l'implantation de gens là-bas. Donc nous, on a profité d'un VIE, donc on a un VIE qui est là-bas, qui s'appelle Julien, qui justement est à Montréal. Enfin voilà, il y a pas mal de dispositifs en fait qui permettent d'être accompagnés. La période de temps pour effectuer l'implantation en termes d'efforts de temps, tu dirais combien, Mathieu? 2 ans. Voilà, il faut à peu près 2 ans. 2 ans pour définir son projet, connaître un petit peu où est-ce qu'on va aller, repérer un petit peu voilà, les endroits, l'écosystème, et puis après toute la mise en place de tout ce qui est légal, tout ce qui va être équipe, tout ce qui va être bureau. Enfin voilà, il y a pas mal de choses qui sont mises en place. Il faut à peu près 2 ans. Voilà. Si Pascal? Non, c'est bon. Dans le fond, je n'ai pas de bonne réponse. Là, on est à peu près à 3 mois, mais la différence pour nous, c'est qu'on a déjà des employés sur le territoire puis un projet à faire. Donc, c'est beaucoup plus simple dans ce cas-là. Puis, on va être moins près. Donc, sûrement, on découvrira les choses as we go, mais c'est ça. C'est pas une si bonne réponse que ça. J'aurais dû me taire. Effectivement. Non, c'est parce que tu m'aides à te poser la prochaine question. C'est parfait. Tu m'aides à faire la transition. Est-ce que justement, parce que Pascal, tu viens de le mentionner, d'avoir des gens qui sont sur place là-bas, qui connaissent l'endroit, etc. Donc, pour vous, c'est un grand facilitateur. Mathieu, vous n'aviez pas nécessairement ce côté-là non plus. Donc, ça allait être des Français qui allaient venir ici. Exactement. Vous n'aviez pas embauché personne ici pour ouvrir votre filière. C'est exactement ça. En fait, on est sur un secteur, nous, comme je disais, le motion design, qui est en pleine explosion. Alors, pas dans les pays anglo-saxons, type Angleterre ou États-Unis, où c'est déjà présent depuis 50 ans, mais en France, c'est en pleine explosion. Et on a vu qu'effectivement, à Montréal, c'était pareil. C'était un peu en pleine explosion. Et effectivement, c'est un marché où toutes les personnes que j'ai rencontrées m'avaient dit la même chose, où je leur avais dit, mais pourquoi est-ce que justement, c'est pas plus développé? Et on m'avait dit, mais en fait, c'est parce que pour faire bouger un secteur, il faut des gens. Et que, en fait, nous, plein emploi, et donc du coup, le secteur d'activité, c'est pas ça. Donc effectivement, moi j'ai rencontré tout l'écosystème là-bas. On a fait des soirées ensemble entre motion designers, entre personnes effectivement de studio, Ubisoft. Voilà, on a rencontré un peu tout le monde. Et effectivement, nous, on savait qu'on allait devoir implanter une partie de l'équipe là-bas et après recruter des gens sur place qui connaissaient l'écosystème. Mais dans un début, on va dire, on savait qu'on allait s'implanter sans qu'on ait personne sur place de connaissance de personnes qui connaissent ça. Donc effectivement, c'est pour ça que ça a pris 2 ans aussi. C'était vraiment un projet from scratch. Pardon. Et si vous aviez à vendre, je vais commencer par toi, Mathieu. Si je te donne un pitch elevator pour Nantes, donc tous ceux qui voudraient s'implanter à Nantes, tu dirais quoi en 1 minute? Nantes, c'est très simple, c'est une ville familiale déjà, donc, où effectivement réside la bienveillance. Et c'est une ville qui est très connue pour son cadre de vie et son climat qui est très, très agréable. C'est-à-dire que tout le monde le dira, hein, en fait, les gens, c'est très facile quand on est français de tomber amoureux de Nantes. Et pour, on va dire, intensifier ça, il suffit de regarder le mouvement de la population de la France vers l'ouest et notamment vers Nantes pour se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe là-bas, quoi. Pascal? Oui. Ouais, Montréal, c'est une ville créative. Puis ça a le meilleur des deux mondes dans la mesure où c'est une ville aussi un peu de paradoxe. C'est une ville qui est une grande ville sans être une trop grande ville. C'est une ville francophone dans un bassin anglophone. C'est une ville qui est multiculturelle. Donc, c'est vraiment une ville qui est capable d'attacher plein de choses ensemble. Je pense qu'à Montréal, en ce moment, c'est effervescent. C'est la bonne place où être parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui s'inventent, qui vont potentiellement changer le monde pour le prochain siècle. Donc, je pense que Mathieu a fait une bonne décision de venir ici. Puis nous, on est super heureux aussi de s'établir à Nantes. J'avais oublié de préciser que Nantes, c'est une ville de la culture et de la créativité, hein, donc très, très importante. On va dire que la ville a misé là-dessus et c'est quelque chose qui a été très gagnant depuis plusieurs années. Voilà. Merci. Parfait.
Parfait. Merci Calme, Nadine. Est-ce que oui. je peux... Oui, Oui, j'ai des vas-y questions avec tes questions. questions du public. Oui, questions du public. J'ai deux questions du public. Donc, la première, est-ce qu'une campagne de crowdfunding peut être envisagée sans communauté au départ? Donc, si on commence from scratch, est-ce que c'est une bonne chose de faire une campagne crowdfunding? Alors, Pour j'envoie la moi, question. non, puisque vous avez besoin d'avoir des leviers de départ et il en faut au moins un et c'est la communauté et vous allez avoir besoin du bouche à oreille. Donc clairement, il faut une communauté au départ. Je vais vous poser une question que je voulais vous poser tout à l'heure, puis qui est en lien avec ça, justement, au niveau de la communauté. Est-ce qu'on peut penser, parce qu'on le sait dans l'industrie du jeu et entre autres pour le crowdfunding, il nous faut une communauté. Est-ce que les relations de presse peuvent nous aider à monter une communauté ou sans qu'on aille de jeu ou quoi que ce soit, donc sur l'expectative, où il faut vraiment se dire les relations de presse, il vaut mieux les garder quand il y a un lancement de jeu? Ce serait quoi la nouvelle? Pardon? Ce serait Ouais, quoi la nouvelle? C'est ça, ça prend une nouvelle. Donc, au départ, si la nouvelle n'est pas assez forte pour être portée, j'ai déjà refusé certains projets parce que je sentais qu'on n'était pas prêt. On n'a pas assez à offrir comme éventail d'opportunités là, pour les journalistes. Donc, on doit attendre. Puis c'est dans l'intérêt de tout le monde, je le crois. à moins que ce soit peut-être un jeu ou un studio qui a déjà fait des des jeux à très grande portée et que là, on peut annoncer qu'il repart sur un autre IP peut-être ou quelque chose comme ça. Peut-être là qu'il y a une petite nouvelle parce que les gens l'attendent. On l'a vu, je crois que il me semble que c'est le studio qui a fait Céleste qui a annoncé son nouveau jeu avec simplement une image un peu animée. Il y a très peu d'infos. Il y a un titre, un logo, une image. On n'en sait pas beaucoup plus. Mais parce que derrière, il y a Céleste, tout le monde le couvre. Donc bien sûr, ça va dépendre de ce que vous avez fait avant. Mais globalement, si vous avez fait un jeu de cette portée-là avant, la communauté, elle est déjà là. C'est ça. Il y a un précédent. C'est ce qui ne s'applique pas dans le cas de la question. Effectivement. Merci. Carl Edwin, tu es sur mute. Désolé. Alors, une autre question pour vous. Est-ce qu'une structure binationale doit avoir de préférence un siège social dans un pays ou deux bureaux? Donc, est-ce qu'on met ça dans un endroit ou à deux endroits? Alors moi, je peux répondre là-dessus. Pour moi, c'est évident que c'est sur deux endroits. En tout cas, pour ma partie à moi, nous, en tout cas, on l'a réfléchi comme ça. Il y a un studio en France, donc qui a effectivement deux entités, mais il y a un studio à Montréal qui est un studio québécois. Voilà. Parfait, merci. Oui, ben, dans mon cas, pour l'instant, ça va être une filiale avec un siège social à Montréal pour des raisons plus fiscales, mais définitivement, il y aurait un intérêt à avoir aussi une entité française en France parce que c'est sûr que ça va nous disqualifier pour certaines aides. Mais bref, il faudra en parler plus en détail. Parfait. Merci d'avoir répondu aux questions. Ça met fin, en fait, à ce webinaire. Donc, on est vraiment à la limite. Je voulais évidemment vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Très enrichissant. On a appris beaucoup. Et aussi, j'aimerais remercier évidemment la Ville de Montréal, Nantes Métropole, la Guilde du jeu vidéo du Québec, Atlant Games, la Chambre de commerce du métropolitain, du Montréal métropolitain, désolé, ainsi que Développement économique Canada pour les régions du Québec. Alors, évidemment, nous tenons également à remercier tous nos collaborateurs, panélistes, tous les gens qui étaient là avec nous aujourd'hui. On espère que vous avez eu un bon moment et bientôt, on va avoir la partie réseautage. Donc, si vous voulez rester avec nous, vous allez pouvoir réseauter avec les gens dans le groupe. Donc, on vous souhaite une excellente journée. Carl Oui, Edwin? Nadine, est-ce que tu veux dire quelque chose? Oui, je veux dire un petit mot. Pour les gens de la caravane, en fait, ceux qui participent à la caravane, demain, il y a la toute dernière formation. Je vais juste le lancer parce qu'il y a une petite modification. Suite à toutes les conférences qu'on a eues, les formations qu'on a eues les 2 dernières semaines, on a vraiment vu qu'il y avait, en fait, on a vu l'importance de faire
une étude des études de marché. Donc, demain, il y aura vraiment une formation sur toutes les étapes à faire et de regarder c'est quoi les ressources qui existent aussi pour justement être capable de produire une étude de marché pour le lancement des jeux. Donc, c'est un rendez-vous pour ceux qui n'étaient pas déjà inscrits. Vous pouvez le faire sans problème. On vous attend demain pour la dernière, toute dernière formation. Parfait, parfait, Nadine. Alors, pour la partie de réseautage, n'oubliez pas de cliquer sur le lien. Il y a un lien dans le chat en ce moment qui va vous amener vers la nouvelle en fait, pièce, si on veut, pour faire le réseautage. Donc, je vous remercie, tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Mon nom est Cardo de Michel. À la prochaine.